Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la créa et à la reprise d'entreprise, mais aussi pour les gens qui sont déjà en place et qui n'ont pas forcément encore toute la maîtrise sur les différentes casquettes à gérer. Et aujourd'hui, nous avons 3 invités. Alors, la dernière fois, c'était 100% féminin. Aujourd'hui, on n'est pas 100% masculin, mais on va y arriver. On va faire de la parité, c'est sûr. On a 3 personnes qui font des choses complètement différentes. On a aussi un invité qui a un agenda, je sais pas comment c'est possible. J'ai le remonte-temps de Harry Potter chez moi. Ah ouais. J'ai failli l'amener pour savoir si c'était un objet qui t'était familier. Mais bon, on en parlera après. On va commencer avec Vinch Atelier. Bonjour. Bonjour. Donc c'est Vinciane, en vrai. Oui, c'est Vinciane de Caen. Mais l'entreprise, c'est Vinch. Oui. C'est mon surnom. C'est le surnom. Oui. On va quand même vous appeler Vinciane aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait chez Vinch? Et avant d'arriver à qu'est-ce qu'on fait chez Vinch, surtout, qu'est-ce qu'on a fait avant pour arriver jusqu'à Vinch Atelier? J'ai un parcours assez simple. J'ai fait l'école de graphisme. J'ai ensuite fait une année supplémentaire en web design. Et puis j'ai travaillé à peu près 11 ans dans une agence de web. Avec un patron qui faisait toute la partie commerciale, donc c'était sympa. J'ai vraiment pu créer au niveau graphisme et au niveau web, donc je faisais du code. D'accord. Et j'ai passé à peu près 90% de mon temps à coder des templates à partir d'une page blanche. Donc je mangeais beaucoup de code de la journée. Et j'en ai eu un petit peu marre. Donc Vinciane est une grosse geek. On a déjà appris quelque chose. Après. Et du coup, en parallèle de mon salariat, je me suis lancé un défi de faire une illustration de livre pour enfants, un album jeunesse. Comme ça, je pouvais faire ma partie créative. Et au moment de publier ce livre, j'ai dû créer l'équivalent d'une micro-entreprise. Donc j'étais en Belgique, c'était pas une micro. Pourquoi l'équivalent? Ah d'accord, c'est voilà. parce que ok. Donc c'est indépendant complémentaire de mon salariat, c'est comme ça que ça s'appelait là-bas. Comment? On peut le refaire? Indépendant complémentaire. J'étais complémentaire de moi-même. D'accord, ok. Et donc c'est l'équivalent de la micro-entreprise, c'est assez simple au niveau des charges. Ça m'a permis de publier ce livre. Comme j'avais déjà créé cette entreprise, je me suis dit je vais pouvoir vendre des affiches illustrées. J'en ai profité en me disant je me fais plaisir, j'illustre et on verra bien. Et comme je pouvais coder facilement, je me suis fait un e-shop. Et à partir de là, il y a des boutiques qui m'ont contacté pour pouvoir les revendre dans leur boutique physique. Okay. À Bruxelles, en Belgique, j'ai eu 10 points de vente à la fin. Ça venait tout seul, c'était sympa. D'accord. J'osais toujours pas me lancer en indépendante à 100%, mais le Covid est passé par là. Il y a eu restructuration. On en a profité pour bouger, donc on était à Bruxelles. Je suis arrivée à Aix-les-Bains récemment. Et là, c'était l'occasion de me dire, je vais tenter l'aventure à 100%. Ok. Le Covid, ça a déclenché tellement de choses, surtout dans l'entrepreneuriat. Hein. C'est incroyable, tout ce qui s'est passé avec ça. C'était positif pour moi. Ouais. Et alors, moi, j'ai toujours cette question. Alors, elle n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat pour le coup, mais comment, à chaque fois que je rencontre des gens qui atterrissent à Aix-les-Bains et qui viennent d'ailleurs, je me dis à chaque fois, mais comment on arrive à Aix-les-Bains? Là, il y a Lyon, il y a Marseille, il y a les grandes villes, quoi. Ouais. Comment on arrive à Aix-les-Bains? C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Et il y avait un côté personnel. Mon compagnon est haut-savoyard, donc il m'a toujours dit que les montagnes lui manquaient. D'accord. Il y avait déjà un problème dès le début. Voilà, il n'y avait pas trop de montagnes à Bruxelles. Il fallait revoir des montagnes. Tant qu'à faire, on rajoute un lac, parce que c'est quand même très sympa en hiver. C'est vraiment, même en été. En été aussi. Et puis voilà, nous on connaissait beaucoup le lac Léman où il y a la belle famille, donc on a pris un autre lac qui est tout aussi sympathique. Et par élimination de ville et on est venu visiter, on s'est bien plu et c'est vrai que là tous les matins voir les montagnes, je m'en lasse pas en fait. Alors petit message pour Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Je pense qu'elle est prête à vendre le territoire si vous voulez l'engager, il n'y a pas de souci. C'est trop ça, j'ai commencé à le dessiner même, c'est hyper inspirant. Alors j'ai beaucoup adoré la Belgique, j'ai fait toute ma vie en Belgique, mais là la montagne, le lac, j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. C'est vrai qu'on a une chance incroyable. Moi je dis souvent déjà que les gens devraient réaliser que rien que du fait d'être nés en France, ils ont gagné au loto à la naissance. Mais en plus de ça, quand on vit ici, mais c'est un truc de dingue. J'avais un ami, je vous raconte ma vie en même temps, ça sert à ça, une émission de radio.
J'avais un ami qui bossait pour une boîte qui faisait de l'import-export surtout avec l'Asie. Et il travaillait lui, il habitait à Annecy, mais il travaillait en Suisse. Et un jour, gros séminaire de toute l'entreprise à Paris, il y a tous les plus gros directeurs commerciaux, etc. Il monte, et là-haut, on lui dit, mais je comprends pas, pourquoi tu viens pas travailler à Paris, le salaire, il est vachement plus fort, machin. Et il a eu le réflexe parfait, il leur dit, mais toi, pour aller au boulot, tu mets combien de temps? Ah, bah, moi, je mets facile 1 heure, 1 heure et demie, ouais. Et donc, pour en revenir aussi, moi, quand je sors du boulot, 15 minutes après, je fais du roller au bord du lac. Donc voilà, ça s'arrête là. C'est une autre vie. Ça n'a rien à voir, et ici, on a énormément de chance, ça c'est sûr. Je la découvre, je me rends pas encore compte parce que j'ai la sensation d'être en vacances en même temps que travailler. Oui. Et pourvu que ça dure. Ça va durer, t'inquiète pas. J'ai dit un tu. Donc, Vinch Atelier, qu'est-ce qu'on y fait? On y fait du graphisme, du web design et de l'illustration. Principalement, je crée des identités de marque. Donc, je fais les logos, mais moi, j'aime bien partir d'une stratégie marketing. Mm-hmm. Je suis pas spécialisée dans la stratégie marketing, donc normalement, les gens ont un peu bossé là-dessus. Mais je peux reprendre les gros points, parce que l'idée, c'est de faire quelque chose d'utile. Donc, pas juste un simple logo, un symbole qui est joli. Ouais. Je veux qu'il serve quelque chose et qu'il parle à la clientèle cible. Donc, quelques notions derrière pour aller dans le bon chemin. Faire tout un univers, emmener les utilisateurs, donc les futurs clients de mes clients, dans l'univers, et puis poursuivre ça, je fais le site internet qui va avec. Et pour ça, comme j'adore l'illustration, généralement je mets des petites touches d'illustration en plus pour faire le tout. Alors, à chaque fois qu'on dit des termes un peu... compliqués. C'est pas forcément compliqué, mais vraiment des termes qui appartiennent au job, on les explique. Ouais. J'en ai donc, placé. Identité de marque. Identité de marque. Voilà. Oui. Okay. On va l'expliquer aussi celui-là. Alors, comment je pourrais l'expliquer parce que c'est vrai que comme on a l'habitude de l'utiliser, on n'a pas beaucoup de synonymes. Quand on le dit tous les jours, après c'est difficile. Pour faire simple, je dirais que quand on a une marque, on a un ressenti, on sait tout de suite si ça part pour le luxe ou pour la rue, pour les enfants, pour les adultes. On le ressentit en un coup d'œil, on sait à qui on s'adresse. En fait, je dirais que l'identité, c'est plutôt ça. On emmène la personne, on sait à qui on s'adresse quand on voit l'image. Ouais, je résumerais comme ça. Ok. Alors moi, le truc qui me vient souvent parce que j'ai beaucoup de graphistes autour de moi. Et le truc qui me vient souvent quand on commence à me parler de logo, je ramène toujours 2 sujets sur la table. Le premier, c'est, Gucci, Samsung, etc. Leur logo, c'est une police d'écriture. Il n'y a rien d'autre. C'est juste écrit leur nom, point barre. Ouais. Et ça a dû coûter 30 000 à tous les coups, quoi. Ouais. Comment on explique ça? Pourquoi les 30 000? Non, pourquoi avoir payé déjà pour opter juste pour qu'on écrive la marque avec des lettres? Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de picto, il n'y a rien. Alors, pour les grandes marques, ça s'explique notamment parce que leur logo devrait être apposé sur plein de supports différents. Donc, il faut vraiment aller au plus simple au niveau des traits. On peut pas partir dans une illustration hyper fine. Déjà, je le recommande pour personne de faire un logo en illustration super fine. Mais je pense qu'ils ont été voir au plus simple pour la poser sur leurs textiles différents. Pour les techniques différentes, ils ont sûrement de la gravure, ils ont sûrement des logos en métal. Et il faut que techniquement, ils soient faisables. Et du coup, ça explique le prix. C'est que on peut avoir l'impression que c'est tout simple, mais derrière, il y a une énorme responsabilité de la part du créateur. Parce que s'il se plante, il faut refaire la communication énorme dans le monde entier sur des supports. Ça a un impact financier monstrueux. Donc, je pense que c'est la responsabilité aussi qui implique le prix demandé. Alors moi, dans le même genre, je me souviens que campagne de Marine Le Pen, la dernière, je crois, ou celle d'avant, enfin, elle avait une rose en dessous sur le pupitre. Il y avait toujours une rose à l'horizontale, en dessous de son nom. La rose, si je me souviens bien, l'agence qui avait fait cette rose avait pris les 30 000 pour dessiner une rose qui ressemblait à toutes les autres roses. D'accord. C'était complètement dingue. Je me dis, bon, après, il y a des budgets de campagne qu'il faut faire, voilà. Mais ouais, c'était très, très suspect, cette histoire. Donc, du coup, un bon logo, ça serait quoi? Un bon logo, donc il doit être visible, lisible, il doit fonctionner en tout petit. On doit pouvoir le voir de loin. Idéalement, il rentre dans un carré. Donc, si vous êtes mis à côté d'autres logos sur une affiche,
Si votre logo est très rectangulaire horizontal, il va devoir être réduit tout petit parmi les autres et il sera plus très mis en valeur. Un bon logo, on sait à qui on s'adresse. Quand on voit le logo, on pourrait limite dire quel est le client cible de cette personne. Pas spécialement les produits qu'on fait. Donc, moi, j'aime pas tomber dans le cliché la couturière qui fait son logo avec un fil et une aiguille. Pour moi, ça retire du mystère. C'est trop net. On voit un logo comme Carrefour, on voit pas des produits alimentaires sur leur logo. Donc, pour moi, on n'a pas besoin de représenter avec des objets le produit qu'on va vendre. Donc, un bon logo, il transmet surtout une énergie, il transmet les valeurs, mais ça c'est très généraliste de le dire comme ça, mais il transmet le ressenti de ce qu'on peut avoir de l'entreprise. Et ça serait quoi le premier conseil pour quelqu'un qui veut monter son entreprise et qui n'a pas encore réfléchi vraiment à cette image de marque? Alors, souvent quand on monte son entreprise, on n'a pas pensé au budget, à la partie communication. Et dans ce cas-là, si c'est un frein, moi clairement je dis faites-le vous-même. Il y a Canva qui est gratuit et quand vous aurez déjà lancé votre entreprise, vous aurez vos premiers clients et que ça tourne et que vous vous rendrez compte du retour sur investissement que ça peut apporter. C'est surtout ça, parce qu'au début on se rend pas compte que ça peut être important pour ramener des clients. Donc une fois que ça tourne, à ce moment-là, on revoit la marque et on reprend ce qu'on peut faire. C'est pas bloquant, il faut pas s'arrêter si on n'a pas ça, quoi. Bien sûr, et surtout on entend souvent, je l'ai entendu souvent, et je suis du métier, donc quand même, le fameux oui, mais une fois qu'on a défini une identité de marque, il faut y être fidèle parce que c'est comme ça que les gens te reconnaissent, etc. Sauf que je pense qu'on oublie souvent que par exemple sur 2 produits très concurrentiels, Coca-Cola n'a jamais changé de logo depuis les années 50. Pepsi a changé 18 fois. Ils sont toujours là. Mm-hmm. Ils sont toujours numéro 1 du marché aux États-Unis, 2e en Europe. Ça n'a pas, et on a un exemple très français, pour le coup, Blablacar, qui cartonne aujourd'hui. Il y a pas si longtemps, il s'appelait covoiturage.com. C'était pas le même nom, c'était pas le même logo, tout a changé, et pourtant, le succès est là. Ils ont peut-être fait une étude de stratégie marketing derrière qui me demandait une redirection. C'était peut-être réfléchi. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, comment on fait pour contacter Vinch Atelier? On peut me trouver sur Instagram sur vinch.atelier, donc VINCH, ou on peut me contacter sur mon site web pour demander un appel pour discuter du projet, ou pour trouver mes affiches illustrées sur vinch-atelier.com. Et donc, elle est super sympa puisqu'elle vient de Belgique. N'hésitez pas à la contacter. Et on se retrouve juste après la première pause. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour sur Le Nouvel Entrepreneur et cette fois-ci avec Eric Piveteau, avec un V, Piveteau. C'est bien ça. C'est bien ça. Et l'entreprise s'appelle Call of Phoenix. C'est exactement ça, ouais. Je le dis bien ? C'est impeccable, c'est exactement comme ça qu'il faut le prononcer. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Call of Phoenix? Qu'est-ce que ça propose? Alors, en fait, Call of Phoenix, je travaille avant tout sur le domaine de la santé et du sport, autour de 3 identités qui sont donc le coaching sportif, la kinésithérapie et donc la diététique, donc la nutrition. D'accord. Donc, si j'ai envie de changer des petites choses chez moi, en tout cas dans mon quotidien, et voire même physiquement, etc., on appelle Eric. C'est exactement ça. Est-ce que c'est déjà arrivé, je sais pas, ça vient de me venir, est-ce que c'est déjà arrivé de regarder des gens et de dire, alors, on n'attend pas Eric? Non? Je fais beaucoup d'humour en général dans le métier. Ouais. Il y a des clients quand ils sont là, en général, ils sont au garde à vous en train d'attendre. Bon, alors, quelle sauce on va être mangé aujourd'hui?
Et puis en fait, non, il faut être capable de simplement détendre l'atmosphère. C'est vrai qu'en fait, on est vraiment sur le côté santé. C'est quelque chose qui est hyper important. On est sur la santé publique. C'est le plus important. Voilà, de certaines personnes. Et des fois, c'est vrai que lorsqu'on me voit arriver, bon là, j'ai un pull, donc ça va, ça se voit pas forcément, mais on se dit, oh là là. Mais en fait, je suis costaud. Il va me casser en deux. Non, pas du tout. C'est ce que j'explique. Moi, j'ai mon activité physique à côté, mais vous, je vais l'adapter par rapport à ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous n'êtes pas capable de faire. Je fais vraiment du produit sur mesure. D'accord. À quel moment on doit se dire, waouh, là, il faudrait que je vois quelqu'un comme vous, quelqu'un qui va m'aider à reprendre un peu le dessus, etc. C'est la meilleure question que vous pouvez poser. Elle est fondamentale. Dès la naissance. C'est cru ce que je dis, je balance un gros pavé dans la mare, mais il faut que quelqu'un le fasse, c'est dès la naissance. Il faut que, dès qu'on est en âge de comprendre, il faut que les signes d'alerte soient vraiment dans le rouge. On pense qu'on est en bonne santé, nous ne le sommes pas. Clairement, la bonne santé, c'est pas que vivre jusqu'à 90 ans sans avoir de maladie. La bonne santé, c'est être capable de bouger son corps. Le corps, le mouvement, c'est la vie. Elle n'est pas de moi, cette phrase, elle est de tout le monde, de tous les gens du domaine sportif. Le mouvement, c'est la vie. Et lorsque j'entends des personnes qui, à 40 ans, me disent « Non, mais tu comprends, Eric, je peux plus faire de sport. Mais quand je lève le bras, j'ai mal à l'épaule. » Non, c'est l'inverse. C'est parce que tu ne fais plus de sport, plus d'activité, que tu ne peux plus mettre la bras au-dessus de l'épaule et que tu crées des douleurs par toi-même. Ce que tu as, tu te l'es infligé à toi-même. J'avais aussi en référence, je sais pas si ça vous parlera, mais la peur du sol, j'avais lu ça à un moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le sol, c'est quelque chose qui nous parle plus, quand on est gamin, on roule par terre, on fait tout va bien, mais au fil des âges, on va de moins en moins vers le sol parce que ça va être difficile d'y aller, de se relever, de machin. Et j'avais lu un article là-dessus qui était génial et qui disait qu'en gros, on doit commencer à se poser des questions quand on éprouve une difficulté à se mettre par terre et à se relever. Je perds ma voix, je suis désolé. Et je trouvais ça vraiment intéressant, surtout que moi j'ai un parcours sportif à la base. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps par terre, par les sports que je faisais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois pas de la même manière. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent. Il y a aussi que si je me blesse, faut bien travailler, comment je vais faire, etc. Mais ce rapport au sol, c'était très marquant, cet article. Ouais. J'avais pas la ref, mais c'est une très bonne ref. J'ai plutôt, moi, une autre image. En fait, le corps humain fonctionne comme un ordinateur. Enfin, c'est plutôt l'ordinateur qui fonctionne comme le corps humain. On a des programmes. Et un programme, un ordinateur, s'il perd son programme, l'ordinateur cesse de fonctionner. Nous, c'est pareil. On a des programmes qui nous permettent d'apprendre à marcher, de lever les bras, de tendre une jambe, de fléchir un genou, etc. Et lorsque on ne fait plus ces mouvements, basiques pourtant, lorsqu'on ne les fait plus avec une certaine qualité, donc en mettant une certaine force, une certaine résistance dessus, on perd tout simplement le programme et on perd la capacité à l'avenir à le réaliser. Donc j'ai des personnes qui me disent non mais c'est parce que je suis devenu plus âgé que je ne peux plus fléchir au niveau de mes genoux, je ne peux plus me pencher. Non, c'est simplement parce que tu ne l'as plus fait au fil des âges que du coup tu as perdu cette fonction. Donc c'est comme un ordinateur, je t'enlève la fonction, tu ne peux plus fonctionner. Ouais. Voilà. Alors, on a le côté sportif, oui. Être en mouvement, faire fonctionner la machine, en fait, tout simplement. Il y a aussi, du coup, l'alimentation qui va avec. On peut en dire quelque chose ? Oui, bien sûr. Donc, tout ce qui est en rapport à l'alimentation, forcément, ça va de pair avec l'activité. On en parlait juste avant. L'alimentation en elle-même, déjà, toute seule, de façon isolée, peut répondre à beaucoup de paramètres. Déjà, si on écoute tout ce qu'on nous dit déjà à la télévision, on parle souvent de désinformation, mais enfin, faut arrêter. Les informations sont claires, elles sont là, elles sont précises. Manger sainement, on sait comment faire. Maintenant, le plus important, c'est il faut le faire. On a trop souvent la mauvaise excuse de se dire oui, mais tu comprends, j'ai pas le temps de bien manger. Non, c'est faux. Le temps, on l'a. Faire de la cuisson vapeur. Pour les légumes, on en parlait juste un instant, ça prend plus de temps. Maintenant, on a des outils qui sont incroyables, qui permettent de le faire tranquillement pendant qu'on est en train de regarder la télévision, par exemple. Un très mauvais exemple, la télévision, on est d'accord, pour un sportif. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire deux choses en même temps, et pendant ce temps-là, on a la popote qui est en train de mijoter à côté. Ouais. L'alimentation,
ça ne doit pas être, on ne doit pas sacrifier l'alimentation. Ce n'est pas possible, ça part de là. Alors j'ai 2 rêves qui me sont venus. Je vais balancer plein de rêves aujourd'hui. Je crois que Allons-y. la première, c'était, je sais plus de qui c'est ou quoi machin, mais j'avais entendu ça il y a un paquet d'années, qui disait, tu sais que tu manges bien quand tu passes plus de temps à cuisiner qu'à manger. Ouais. C'est peut-être le côté plaisir, alimentation, plaisir. Et c'est là que ça devient compliqué. Peut-être les gens se disent, ouais, mais si je prends le temps de me faire à manger, j'ai l'impression de manger toujours la même chose. Et ça, c'est pénible. Là, en fait, c'est justement l'une de mes marques de fabrique à Call of Phoenix. C'est justement initier aux gens à manger simplement, mais bon, et toujours varié. En fait, la fameuse question qui me fâche, c'est un terme anglais qui me dit et le cheat meal, j'ai le droit quand le cheat meal? Le fameux. C'est le fameux cheat meal. Ouais. Et en fait, je dis mais c'est quoi que vous appelez le cheat meal? Tu sais, c'est le repas plaisir. Et je dis vous avez une vie un peu compliquée, non? Je dis moi l'alimentation, je me fais plaisir tous les jours, matin, midi et soir. Il faut être capable de varier, il faut être capable de trouver les bons aliments, les marier ensemble. Et une fois qu'on les a, après, c'est super simple, ça va super vite pour se faire plaisir tous les jours. Il existe des paquets de recettes, il n'y a pas que Call of Phoenix qui en fait d'ailleurs. Maintenant, avec Internet, on a accès à tout. Et il y a des choses très simples, très rapides à faire et qui sont dans vraiment le côté santé. Alors j'avais une autre ref. Ouais. Alors elle vient pas de n'importe qui, celle-là, je me souviens très bien d'où je l'ai entendue. Arnold Schwarzenegger. Ouais. Donc le Arnold. notre bon vieux sénateur de Californie, mais surtout le mec qui est parti aux États-Unis avec son titre de Mister Univers et pas beaucoup ni l'anglais ni l'argent dans les poches. J'ai vu une interview il y a pas longtemps où ils sont avec une autre star de cinéma, une femme qui est aussi vachement dans le bodybuilding et tout ça. Ils ont lancé un programme pour essayer d'inciter les gens à aller au sport et on leur pose des questions. En fait, c'est les clichés habituels de tout ce que les gens trouvent comme excuse pour ne pas y aller. Et la meilleure, c'était à un moment, il prend une carte, il regarde. Alors, j'ai pas le temps d'aller au sport. Et là, le Arnold, il regarde la caméra, il fait imaginons que tu dors beaucoup. T'as dormi 8 heures. Tu travailles 8 heures. Ça fait 16. T'as pas le temps d'aller au sport avec tout ce qui reste? C'est ça, c'est très problématique. C'est ça, mais le problème, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a la télé, on a TikTok, on a YouTube, on a plein de trucs sur lesquels on se cale et on se dit 5 minutes, mais ça dure 3 heures. C'est super difficile pour plein de gens de se détacher de ces trucs-là. C'est le fléau. J'en parlais tout à l'heure avec Lynn justement, c'est le fléau. Maintenant on a Instagram, on regarde Instagram, on se dit tiens je vais me mettre au sport grâce à Instagram, on voit un mouvement parce qu'il y a quelqu'un qui a balancé une information qui est une infox tout simplement, une intox on l'appelle comme on veut, et je suis sûr que la semaine d'après je vais voir 300 personnes dans différentes salles de remise en forme par exemple qui vont me faire la même bêtise tout simplement parce que on passe trop notre temps sur ce genre de choses, au lieu de réellement faire les choses correctement, on va dire des choses classiques, mais qui fonctionnent. Et du coup, je vais rebondir sur aussi le troisième paramètre de Call of Phoenix, qui est justement en rapport à la kinésithérapie. Lorsqu'on se dit, lorsqu'on prend conscience qu'il faut faire quelque chose, bah là, après, on vient me voir, mais c'est plus le coach sportif qu'on vient voir, c'est le kiné. Et là, des fois, je dis jamais c'est trop tard. Parce qu'on peut toujours rattraper, toujours. Je peux toujours rattraper. Je suis jamais défaitiste, surtout lorsqu'on parle de santé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu arranger les choses bien avant, que ce soit par le sport ou par la nutrition. Le fameux, comment dire, dans les salles, moi je vois, dans la mienne en tout cas, et j'imagine que ça doit être pareil partout, je vois souvent les petits jeunes qui débarquent, ils vont au vestiaire, ils ressortent en 2 secondes parce qu'ils n'ont jamais beaucoup de choses à prendre. Et ils vont direct côté muscu. Il n'y a pas d'échauffement. On se met à la barre et on boum, y va. boum, et boum. on y va. Et Merci. à chaque fois que je les vois faire, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Là, justement, on parlait de YouTube. Il y a plein de trucs sur YouTube. Il y a plein de coachs sur YouTube qui expliquent qu'il faut quand même mettre le corps en action tranquillement avant d'envoyer de l'effort. Mais non. Le culte du corps. Les gens viennent dans une salle de sport, soit pour le côté bien-être, sport, ce qui est intéressant, santé, mais il y a aussi le côté esthétique. On est tous plus ou moins à la recherche de l'esthétisme. À un moment donné, ça serait se mentir à soi-même de se dire non, moi je m'en fiche d'être comme ça. Non, à un moment donné, quelqu'un qui vient dans une salle de sport,
recherche un minimum d'esthétisme. Je C'est me rends peut-être pas reculé. compte. Moi, je suis beau naturellement. Alors, du coup, ouais. C'est vrai, mais quoi qu'il en soit, peut-être que vous êtes devenu comme ça, justement, par des soucis arriérés en se disant, il aurait peut-être fallu. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, en fait, l'échauffement, c'est pénible. C'est comme se dire, tiens, les abdos, travailler la zone centrale, le noyau, ce que les Anglais appellent le corps, CORE, qui est le noyau, le centre vraiment de notre corps, CORPS pour le coup. Non, on ne travaille pas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du muscle. On veut du muscle, on veut de la minceur, on veut du body, on veut voilà, tous ces termes que j'entends régulièrement. D'accord, c'est vrai, vous avez raison, c'est important. On en reparle dans 10 ans, quand l'articulation va lâcher. Vous voulez pas de mes conseils là, maintenant, tout de suite? C'est pas un problème. Vous les aurez dans 10 ans. Je les facturerai comme kiné, par contre. On en parlait pendant la pause et je pense que c'est important d'en parler à l'antenne. Moi, je suis toujours choqué parce que je fais pas votre métier, hein, mais pour le peu que je connais, je sais clairement qu'une personne obèse, on la fait pas courir. Et comment ça se fait qu'il y a autant de coachs sportifs qui ont des clients qui sont en obésité, voire même obésité morbide, et leur premier réflexe c'est tu vas courir 20 minutes par jour. Enfin, c'est horrible pour les genoux, pour plein de choses, quoi. Alors, je suis à la fois dans la mesure et je suis en accord avec ce que vous dites complètement. Il faut faire le distinguo entre un coach qui maîtrise ce qu'il fait et un coach qui ne maîtrise pas ce qu'il fait. En l'occurrence, je partage l'avis du fait qu'une personne qui est en obésité, notamment une obésité morbide, il faut vraiment en prendre soin. On est dans le côté médical là, paramédical et médical et sportif, certes. Quoi qu'il en soit, il faut effectivement que ça passe par l'assiette. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes et des coachs que je qualifierais comme étant de très bons coachs assument le fait de les envoyer courir ou de les envoyer dans la haute intensité? C'est là où je partage moyennement votre avis. C'est qu'une personne qui est en obésité morbide, c'est une bombe vivante. Elle peut exploser à n'importe quel moment. Donc quoi qu'il en soit, elle va exploser. Elle peut très bien exploser là, maintenant, tout de suite. Alors moi, mon métier, c'est tout simplement de gagner du temps avant qu'elle explose pour pouvoir la désamorcer. Et la seule solution que j'ai, c'est de perdre du poids rapidement. En sécurité, mais rapidement. Donc c'est pour ça que des fois, lorsque un mal est profond, on n'a pas le choix que de rendre le mal encore plus approfondi d'un point de vue sportif. En fait, l'un de mes métiers, et j'ai du mal à le dire, c'est soigner le mal par le mal. Ok, mais ça se comprend. En tout cas, c'est très bien expliqué. Comment on fait pour entrer en contact avec Eric Piveteau de Call of Phoenix? C'est très simple. Donc, on peut me contacter sur mon site internet. Je suis content, il est tout nouveau, il est sorti de source, donc je suis content. Donc, sur calloffphoenix.com, tout simplement. Et je suis également visible sur Facebook, Instagram et également je suis sur YouTube parce que j'ai une autre fonction. En tant que doctorant, je donne aussi beaucoup de cours en faculté ou dans des écoles privées, on va dire, dans le domaine sportif. Et du coup, je fais beaucoup de cours via YouTube parce que maintenant, les jeunes aiment beaucoup apprendre par YouTube. Mais je parle aussi beaucoup pour les gens qui ne veulent pas apprendre mon métier, qui veulent simplement comprendre pourquoi il faut faire du sport et comment le faire. Et je donne des tutos simples, pas en faisant l'exercice, mais en expliquant pourquoi il faut le faire et quel est l'intérêt pour vous. Voilà. Donc on peut me contacter également via ce réseau social. Ok, eh bien c'est noté. Pour un coach qui vous respecte déjà, on va commencer par là. Ça commence par ça, ouais. Et qui vous amènera là où vous avez besoin d'aller. Call of Phoenix, et on se retrouve juste après la nouvelle pause. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Troisième partie du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Et cette fois-ci, c'est Ludovic Vuillermet qui est avec moi. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Bonjour Karim. Je suis ravi de t'accueillir ici parce que je sais ton agenda qui est complètement plein la plupart du temps. Oui, mais enfin, comme le disait notre collègue de l'émission, en fait, c'est une question de gestion de temps, en fait. Tout est question de gestion de temps. Quand on se limite à exclure tout ce qui est artificiel, stérile, etc., on voit qu'on a quand même beaucoup de temps dans une journée, en fait. C'est vrai.
Mais alors là, je pense que ça défie un petit peu toutes les lois. Einstein aurait adoré vous connaître, je pense. Non, mais je pense que j'ai toujours géré plusieurs choses de front. Donc en fait, c'est une question d'habitude et puis de gestion de priorité en fait. Ouais. Et puis de se connaître, dire quand on a un petit coup de fatigue, on arrête, on gère son effort en fait, intellectuel comme physique en fait. Voilà. Alors du coup, si on doit faire un point parcours, alors on n'a pas 2 jours, donc il va vraiment falloir. Ah, mon parcours est assez classique. Je suis originaire d'Aix-les-Bains en fait, à la fois de Mouxy par mon père, de Grésy par ma mère, donc toujours aixois en fait, jusqu'au lycée. Après, fac de droit, j'avais des parents qui me voyaient plutôt dans le scientifique, j'avais des cousins ingénieurs, tout ça, c'était la période où il y avait que les maths qui comptaient. Donc j'ai pas trop contrarié mes parents, je suis allé jusqu'à un bac C, eu avec mention, maths, physique, tout ça. Et après, par contre, j'ai quand même pris ma vie en main, en fait. Je pense qu'il y a un moment aussi, il faut prendre son émancipation. On est souvent, il y a beaucoup de sociologues, de philosophes, on est à la fois le produit de sa génétique, puis aussi de son milieu social. Moi, je viens d'un milieu modeste, mon père était instituteur, ma mère était masseuse au terme, je suis pas un fils de notaire, je suis pas un fils de nanti. J'ai vécu à l'abri de la pauvreté et aussi à l'abri de la richesse, voilà, dans ce qu'on appelle la classe moyenne. Aux États-Unis, ils disent la middle class, voilà. Et puis après, j'étais toujours intéressé par tout ce qui était organisation des civilisations, organisation de la société. Fallait choisir des études, donc refus de faire maths sup, maths spé, un parcours scientifique. Le côté commercial me bottait sans plus, j'y voyais pas trop de sens. Donc je suis allé en fac de droit et j'ai vraiment trouvé, je pense que dans la vie, il faut trouver ce dont pourquoi on est fait en fait. Et c'est vrai que si on a déjà trouvé ça, on a fait déjà un sacré chemin dans sa vie, quoi, en fait. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai, il y a beaucoup de mal-être, beaucoup de choses qui sont finalement parce qu'ils se sont pas assumés sur ce qu'ils étaient eux-mêmes, quoi. Quand on est déjà en phase avec soi-même, putain, on a déjà fait un bon parcours, quand même, déjà. C'est sûr. Donc moi, j'ai eu cette chance-là, en fait, de sentir et d'y réfléchir, d'avoir trouvé, voilà, la fac de droit où j'ai fait de l'histoire des institutions, j'ai eu des profs vraiment passionnants, comme Georges Frêche, qui était maire de Montpellier, pas mal de politiques, pas mal de gens qui étaient un petit peu hors normes dans une dimension intellectuelle, J'ai eu un parcours qui allait de Georges Frêche à Bruno Gollnisch, à l'époque du FN à Lyon 3, toutes les philosophies politiques, de l'extrême de gauche à l'extrême droite, les facs de droit sont assez politisées, quand même. Donc après, j'ai découvert un petit peu ça aussi au niveau de la fac de droit, avec et puis j'ai continué un parcours donc très classique, DUG, licence, master. Donc après, il fallait choisir une maîtrise, un master. J'avais fait des stages chez des avocats, chez des notaires. Faut pas hésiter, en fait, dans un parcours. C'est pas rester sur les clichés et les stéréotypes, d'ailleurs, qu'on a souvent de son propre milieu vis-à-vis d'autres milieux, et d'aller découvrir. Donc, j'avais fait un stage chez un notaire à Aix-les-Bains, et j'avais trouvé ça beaucoup plus intéressant que le métier d'avocat, par exemple. Voilà. Je m'étais dit, tiens, on est vraiment dans le conseil, on a vraiment toute la société, on n'est pas segmenté avec avoir qu'une clientèle d'affaires ou qu'une clientèle de cas sociaux. On a vraiment tout le panel, et le métier je dis, je vais déjà choisir ça pour déjà avoir un vrai métier. Voilà, donc j'ai fait une maîtrise, droit privé, option droit notarial, et puis après j'ai enchaîné sur un master 2 classique, et puis après un stage. Le stage de notaire, toutes les professions juridiques ont 2 années de stage, notaire, avocat, les experts comptables c'est même 3 ans, et du coup j'ai enchaîné, voilà le parcours. Après donc j'avais gardé, finalement mon cursus s'est bien passé parce que quand on aime ce qu'on fait, en fait, on n'a pas l'impression de travailler. C'est le Dalai Lama. J'ai choisi un boulot finalement qui te passionne, et t'as l'impression d'être en vacances tous les jours. C'est vrai qu'on se lève le matin, on est motivé par son job et tout ça. Il n'y a pas une journée. Alors, on a comme tout le monde, on a des journées avec des emmerdes, des problèmes. Ça c'est voilà. Mais c'est vrai que quand on aime déjà ce qu'on fait, je pense que la clé de la réussite pour les entrepreneurs, c'est de choisir ce qu'on aime et de faire vraiment ce qu'on aime. C'est déjà la base. Si on est déjà dans la contrainte, à mon avis, ça ne peut pas marcher. Et après, par contre, il y a de la discipline, il y a de l'effort. Voilà, la vie du parcours d'entreprise. Alors après, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier. C'est qu'il a fallu quand même faire. J'avais reporté mon service militaire pour finir ma thèse, etc. Et à l'époque, je me suis retrouvé les derniers appelés du contingent de 2000 à partir avant la professionnalisation.
Donc j'avais fait une préparation militaire supérieure, d'ailleurs grâce à Georges Frêche à l'époque, qui était maire de Montpellier, député, qui m'avait dit il faut faire des préparations, ça permettra de reporter l'échéance en fait. Donc j'avais reporté 1 an, préparation militaire. Là on découvre le sport aussi, voilà. Donc moi j'en faisais déjà avant, donc je m'en suis bien tiré. Préparation militaire supérieure, et puis après ça enclenche de faire le service national comme officier appelé et de partir dans une école d'application pendant 6 mois. Donc j'ai été en application d'abord à l'EAI et puis après à Saumur. Et puis après j'ai été affecté dans un régiment de Légion étrangère. Donc là, découvert d'un autre univers. Ça me changeait à la fois de mon milieu social et à la fois de mon milieu juridique, on va dire. C'est comme ça que ça s'explique. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai été en Légion étrangère par mon service national. Il y a eu quelques cas comme ça, d'appeler du contingent dans des fonctions assez spécifiques. Moi, j'y suis arrivé par le volet cavalerie. Là-bas, arrivé en Légion, on m'a confié un service, on m'a dit, tiens, il est notaire, il va pouvoir nous aider. Donc, je me suis occupé du service juridique et social, des militaires. Donc, assez enrichissant parce que ça allait du pénal, des matières juridiques que j'avais pas forcément, dont j'avais pas forcément connaissance, beaucoup de problèmes d'extranéité, d'étrangers, droit des étrangers, etc., les familles et tout ça. Donc un petit parcours assez hard au niveau sport, notamment. Fallait faire les entraînements, fallait être devant, fallait être officier, des footings de 15 bornes, du sport tous les matins. Mais c'était super, moi j'ai bien aimé. Finalement, ça a été un parcours assez constructeur, on va dire, physiquement et puis psychologiquement, en fait. Et puis après, il a fallu retourner dans la vie civile, donc j'ai repris un métier de notaire salarié. En parallèlement, j'ai été élu local pendant 20 ans, adjoint à l'Urba sur Mouxy, Grand Lac, etc., l'Aglo. Et puis, pendant le Covid, comme je dis souvent, faut savoir faire aussi des contraintes, une opportunité. Voilà. Arrive le Covid. Donc, que faire? Tout s'est un petit peu arrêté. J'étais notaire salarié. Et grâce au Covid, si on peut dire, je m'étais inscrit dans ce protocole de création des études par, si on peut dire, tirage au sort. Macron a réformé notre profession, les professions réglementées. Et quelque part, grâce au Covid, il y a eu beaucoup de désistements. Ça fait que la création est arrivée à moi. Voilà. Donc, du coup, j'ai créé ma boîte. Je me suis retrouvé entre le 2e et le 3e confinement à être nommé notaire, donc avec le statut titulaire, c'est-à-dire d'officier public et ministériel, et démissionner d'office de mon boulot de salarié. Donc là, du jour au lendemain, plus rien, plus de salaire, plus rien, pas de chômage, etc. Il faut créer une boîte entre 2 confinements. Donc j'ai trouvé des locaux. Il faut un peu se motiver quand même. Et puis finalement, il y a des moments, il n'y a pas le choix. On est dans le vide, faut sauter. Donc donc j'ai créé. Après, j'ai eu cette double chance, c'est d'être tiré au sort et aussi sur le secteur où je travaillais. Donc c'est vrai que c'est quand même un plus. Parce que ça, c'est un truc qu'on choisit pas. Non, pas forcément. On peut être tiré. Alors, on fait des choix, mais on peut être tiré au sort sur un choix qui pourrait être Grenoble. On n'a pas à choisir qu'un secteur, en fait. Donc, du coup, j'ai eu un petit peu cette double chance. Et du coup, je me suis installé, j'ai créé mon entreprise. Mais jusqu'à 6-8 mois, je faisais encore le ménage, etc. Donc, on a une mission, J'étais pas devenu un notaire grand bourgeois, finalement. Donc, du coup, ça s'est bien développé. Et c'est vrai que si on aime son métier, je pense que la clé de la réussite, c'est que si on aime son métier, les gens le ressentent, en fait. Et en fait, on est tous un peu dans le conseil. Et c'est vrai que des gens, il y a la recommandation, tout ça, ça a tout de suite plutôt bien décollé. Voilà. Donc, Après, c'est vrai que la création d'entreprise est un parcours. C'est vrai qu'il faut de la constance, de la persistance, mais avant tout, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Voilà. Alors j'ai le souvenir du salon du Nouvel Entrepreneur de septembre 2022. Oui. Où vous étiez intervenu sur la partie TED de l'événement. Et j'avais adoré cette intervention parce que c'était clairement pour expliquer à tout le monde, allez-y, il n'y a plus de risque. Il y a plus de risque. Là, on critique beaucoup le gouvernement, les retraites, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu une loi fondamentale sur l'entreprise. C'est enfin ce qu'on appelle la loi sur le patrimoine d'affectation, c'est-à-dire que les indépendants ne peuvent plus être poursuivis sur leurs dettes personnelles, sur leur patrimoine personnel, pour des dettes professionnelles. On n'a plus l'obligation de passer par la fiction et le montage qui était la SARL, la URL. Maintenant, on est indépendant. Du moment qu'on a une dette professionnelle, on n'a plus de risque de voir saisi son patrimoine personnel, familial, parce que c'est souvent avant cette réforme qui est rentrée en place vraiment
en 2022, c'est vrai que en 2021, pardon, c'était vraiment problématique. Hein. Quelqu'un hésitait à se lancer parce qu'il disait oui, mais j'ai 2 enfants, je suis marié. Et là, c'est vrai que allez-y, quoi. C'était le but. D'ailleurs, on avait fait une émission ici avec Pierre-Luc sur la réforme des statuts des indépendants. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a plus cette limite. Alors, évidemment, il faut avoir de la trésorerie, mais au moins on ne risque plus ses économies familiales et personnelles. Donc c'est déjà beaucoup. Oui, voilà, c'est sûr. Sur le voilà. C'était hyper important de justement sur un salon de l'entrepreneur que ce message passe. Il y a beaucoup de gens encore qui ont peur parce que le financier, qu'est-ce qui va m'arriver Non, mais non, il y a plus de risque du moment que c'est une dette professionnelle. Après, il faut rester raisonnable. Qu'est-ce qu'une dette professionnelle? Au fur et à mesure, la jurisprudence le précise. Hein. Évidemment, c'est sûr qu'il faut pas tout de suite, avec sa petite trésorerie, s'acheter une voiture de fonction qui n'a rien à voir avec sa profession, etc. Il faut rester dans la mesure, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, il y a quand même ce risque d'y laisser ses économies, sa maison, tout ça, c'est fini en fait. Hein. Alors les banques ne sont pas très contentes, hein. Effectivement, ils vont aller chercher une caution, etc. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment plus de crainte par rapport à ça. Et cette réforme a vraiment été fondamentale. Hein. C'est ce qu'on appelle finalement maintenant, on a vraiment séparé un patrimoine personnel d'un patrimoine professionnel, même si on reste en non personnel indépendant. Entrepreneur. Voilà, il n'y a plus besoin de créer cette fiction de la société. Ouais. Voilà. Donc, parce qu'on a même pas été au bout on est presque à la fin du temps. Donc, Ludovic Vuillermet, notaire à Aix-les-Bains. Notaire à Aix-les-Bains. La cité de l'entreprise, si je dis pas de bêtises. Hein. Je suis à la cité de l'entreprise, voilà. Sur l'esplanade du lac. Voilà. Mais pas que. Non, c'est vrai que j'ai pas mal d'activités. Alors, là aussi, il y a eu une grosse réforme autour de Macron et de nos professions. C'est qu'il a un petit peu détoiletté, rénové toutes ces professions qui étaient un petit peu avec des statuts qui étaient forcément plus trop en phase avec la société. Voilà, avec les réseaux sociaux, avec l'évolution. Donc maintenant, on a une possibilité de faire de la pluriprofessionnalité. Et c'est vrai que je me suis associé, non pas avec des notaires, mais avec des experts comptables et des avocats, pour vraiment travailler autour, offrir un service avec mes associés, SR Conseil de 360 degrés autour surtout de l'entreprise et de l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, il a beau être professionnel, il a aussi un patrimoine personnel, un patrimoine professionnel. Exact. Donc ça a permis à nos professions de travailler beaucoup plus en phase plutôt que d'être dans des compartiments très cloisonnés comme on l'avait avant, où il fallait son comptable, son expert comptable, voilà, son conseiller juridique, son avocat, qui étaient dans des entreprises différentes. Là, on a pu faire un gros pôle autour de l'entreprise et de l'entrepreneur, finalement, de la personne de l'entrepreneur. Et du coup, ça date de mai 2022. Voilà. Ah, c'est très récent. Voilà. Ouais. Donc, si on veut joindre Ludovic Vuillermet, le notaire. Normalement, moi, ma profession m'interdit toute démarche publicitaire. Alors voilà. Donc, mais bon, les gens me connaissent. Voilà, s'ils me connaissent, voilà. Autrement, c'est vrai que j'ai beaucoup de confrères notaires qui sont très bien sur Aix-les-Bains, sur le secteur, et qu'il faut en fait que les gens, si j'ai un message à passer pour ma profession, c'est que les gens n'hésitent pas à consulter leur notaire, parce que déjà le conseil est gratuit, hein, par rapport aux avocats. C'est bien de dire. Et du coup, c'est vrai que faut pas hésiter, c'est vrai, à prendre conseil, que ça soit pour sa santé, sa profession, parce que les gens souvent ont la prise de conscience au moment où il est trop tard, en fait. C'est voilà. C'est vrai que quand t'as déjà 40 kilos de trop, à mon avis, monsieur sera pas magicien, en 6 mois, ça sera pas gérable. Voilà. Et l'entreprise, c'est un petit peu ça. C'est vrai que sa vie professionnelle, faut pas hésiter à aller voir son notaire, son avocat, son professionnel, en amont des problèmes, en fait, en prévention, et pas simplement quand c'est trop tard. Voilà. Et pour SR Conseil, comment on fait pour entrer en contact? Un site internet, hein, voilà. Donc SR comme Serge Robert. Voilà, conseil. Et puis alors là, vous avez tous les services sur 23 sites. Il y a un gros panel de services justement dans l'entreprise. Dans l'entreprise, oui, tout à fait. C'est hyper utile pour l'entrepreneur. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a vraiment, on a accès à beaucoup de choses. L'audit, voilà, compta diverses et variées, un axe très pro sur les professions touristiques. Voilà. On va marquer la dernière pause, on est en retard, mais on se retrouve juste après, et vive la République et vive la France. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac.
Dernière partie, on a pris un petit peu de retard, on a 3 minutes pour terminer, mais ça va nous permettre quand même rapidement de reprendre le fil rouge de ces dernières semaines avec votre avis, mais à vous, mes 3 invités, sur le grand phénomène du moment dans l'entreprise qui concerne la fameuse semaine de 4 jours. Alors, on a Eric et Vinciane, j'ai voulu dire Vinch, mais qui sont indépendants, qui travaillent pour eux-mêmes et seuls. Donc, déjà, vous, comment vous abordez ce truc-là ? Est-ce que la semaine de 4 jours, pour vous, dans votre activité, c'est quelque chose d'envisageable ? C'est tout simplement, pour moi, c'est mort. C'est pas possible. Parce que tout simplement, je suis pas dépendant de moi-même. Je suis dépendant de personnes qui attendent des choses de moi. Et j'ai beaucoup de personnes à rentrer dans une semaine. Et une journée, ça fait que 24 heures, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est peu de temps. C'est à la fois beaucoup de temps et peu de temps. Et il faut que je puisse m'occuper de tout le monde avec une certaine qualité. C'est important. Donc, me réduire une quantité de 24 heures de travail, c'est tout simplement impensable. Ma vie personnelle en serait que favorisée, ça c'est sûr, mais je pense que je peux trouver une autre solution. Enfin, j'ai déjà une vie personnelle très épanouie, là n'est pas le problème. Donc je n'ai pas besoin que ce soit au détriment de ma vie professionnelle. Ok. Et alors oui, il faut basculer le micro. Au niveau d'un indépendant, moi je dirais que ça peut se modeler comme on veut, parce que le principal c'est qu'on puisse voir quelles sont les périodes où on est le plus productif. Et c'est au niveau salarié, justement, je pense que c'est pas mal, dans le sens où on parle beaucoup du présentéisme, et souvent on reste à l'agence alors qu'on a déjà fait son travail si on est rapide. Et le plus important, c'est que le travail soit fait. Donc, si on est hyper productif en 4 jours, tant mieux. Le principal, c'est que la charge de travail soit aboutie, que le projet soit fini. Donc, que ce soit 4 jours ou 5 jours, je pense que ça doit s'adapter à la personne et à son rythme de travail. Ok. Et du coup, on a Ludovic qui... alors là, pour vous, c'est différent puisque vous avez des salariés. Oui, moi on n'est pas opposé d'ailleurs dans le groupe, on est vraiment sur l'optique de la devise du groupe, c'est grandir et faire grandir, et un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, et on voit que c'est comme ça qu'on a des salariés qui restent, etc. Donc il y a une dimension de qualité de vie et d'équilibre au travail qui est fondamentale. Hier, on a fait des journées portes ouvertes avec les étudiants, les entreprises, etc. Vraiment autour de ça, de l'inclusivité, de l'égalité homme-femme, etc. Donc, on est assez dans ce progressisme. Après, c'est vrai que comme, on va dire, côté indépendant, côté entrepreneur, côté patron aussi, c'est vrai que 4 jours, c'est tout juste pas possible. En fait, même avec la fonction de notaire, le service public, quelque part, ça peut être 7 jours sur 7. Faut bien se réserver des moments sur sa vie privée. Par contre, c'est vrai que je pense que c'est très pertinent. Comme je disais, moi, j'ai beaucoup connu des fois dans certains cabinets, les gens restent à 20h, ils ont terminé à 17h, c'est juste pour se faire bien voir, ou finalement, il n'y a rien de productif, ou ils feraient à fond 5 heures quelque chose au lieu de traîner pendant 10 heures, et puis ça serait fait. Pourquoi pas? Moi, j'y vois assez comme quelque chose de modulable, où ça permettrait peut-être d'arriver à une ouverture à 6 jours, voire pourquoi pas 7 jours sur 7, avec des équipes différentes, finalement. Pareil, des horaires de travail, il y a des gens qui sont le matin, qui vont venir à 7h30, puis à 15h, ils aimeraient être chez eux, pourquoi pas. D'autres qui pourraient prendre que l'après-midi, faire un 14h, 20h, finalement sur 4 ou 5 jours. Je pense qu'il y a, je pense qu'il faut de la flexibilité et que ça, finalement, ça se négocie entreprise par entreprise et qu'on ne rentre pas dans des grandes lois socialistes à la Martine Aubry, des 35 heures, toujours tout pareil, une sorte d'unicité totale et réglementaire qui viennent d'en haut. Je pense que tout doit se négocier en bas, au seuil de l'entreprise, quoi. En fait, on doit inverser la verticalité. Voilà. Donc moi, je suis assez pour, du moment que ça permettra aux entreprises justement d'avoir plus d'ouverture et de panels d'ouverture, en fait. Ok. Merci à vous trois pour vos interventions et votre avis sur cette semaine de 4 jours dont on parle quasiment à toutes les émissions. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, et on aura de nouveaux invités, évidemment, avec de nouveaux sujets à traiter et de nouveaux parcours à étudier. Je vous souhaite une bonne journée. Juste après, ce sera les infos avec Maxime et Vu autrement, l'émission de Jérôme Louveton. À tout bientôt.